Je ne l'ai pas trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Et maintenant, il est tout ce que j'ai. Vous mentez. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous mentez. Je vous regarde. Et je vous dis la vérité. Pour la première fois de ma vie, je dis la vérité qui compte vraiment. Ces mots flottent dans un silence épais, chargé de tout ce qui n'a pas encore été dit, de tout ce qui va se déchirer. Mais pour l'instant, ils restent suspendus, attendant leur moment, attendant que le monde comprenne enfin ce qui s'est réellement passé dans cette maison aux murs humides, dans ce lieu où la dignité humaine vient mourir chaque jour un peu plus. L'eau coule quelque part dans les tuyaux, un gargouillis sourd et constant qui résonne comme une plainte. Rosa Mendes, 47 ans, les genoux douloureux et les mains rougies par des années de détergent, se tient devant la porte de la salle de bain du 2e étage. Elle porte son uniforme gris délavé, celui qu'elle enfile 6 jours par semaine depuis maintenant 12 ans. Ses cheveux noirs, striés de blanc, sont tirés en arrière, maintenus par une pince en plastique bon marché. Elle soupire, pose son seau rempli de produits nettoyants sur le sol et pousse la porte. L'odeur la frappe immédiatement. Un mélange de moisissure, d'eau stagnante et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvient pas à identifier. La lumière au plafond clignote, projette des ombres dansantes sur les carreaux fissurés. Le papier peint, autrefois sans doute élégant, pend maintenant en lambeaux, révélant des taches d'humidité brunâtre qui ressemblent à des cartes de continents oubliés. Cette salle de bain, située dans l'aile ouest de la demeure, n'est plus utilisée depuis des années. C'est devenu un dépotoir pour les objets dont personne ne veut plus, un tombeau pour les souvenirs que la famille préfère enterrer. Rosa entre, ses chaussures usées crissant sur le carrelage humide. La fenêtre est condamnée par des planches clouées de l'extérieur, ne laissant filtrer qu'un ray de lumière malade. Elle commence par ramasser les serviettes moisies entassées dans un coin, les fourrant dans un sac poubelle avec des gestes mécaniques, fruit d'une routine établie depuis trop longtemps. Le robinet de la baignoire fuit, compte-gouttes obsédant qui marque le temps comme un métronome dépressif. Elle devrait le signaler, mais elle sait que personne n'écoutera. Madame Valmont ne se soucie pas de cette partie de la maison. Elle ne se soucie de rien, en réalité, sauf de son apparence et de ce que pensent ses amis du club de bridge. Rosa s'approche du lavabo, un ancien modèle en porcelaine fendu par endroits. Il est rempli de vieilles serviettes humides, entassées là Dieu sait quand, formant un monticule dégoûtant qu'elle doit maintenant déloger. Elle enfile ses gants en caoutchouc troué, grimace et commence à retirer les tissus trempés. C'est alors qu'elle l'entend. Un son si faible qu'elle croit d'abord l'avoir imaginé. Un gémissement ténu, presque animal, qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. Elle s'immobilise, les mains plongées dans le lavabo, le cœur soudain battant trop vite. Le son revient, plus distinct cette fois. Un pleur de nouveau-né. Rosa recule d'un pas, manquant de trébucher sur son seau. Ses mains tremblent violemment. Elle fixe le lavabo, ce trou sombre et humide, comme si elle regardait directement les portes de l'enfer. Lentement, avec une horreur croissante, elle retire les dernières serviettes. Et là, au fond du lavabo, recroquevillé dans un espace qui ne devrait contenir aucune vie, se trouve un bébé. Un nouveau-né. Réel, vivant, tremblant. Le cri qui monte dans la gorge de Rosa ne sort pas. Il reste coincé là, étouffé par le choc, par l'incrédulité absolue. Le bébé est minuscule, la peau encore couverte de traces blanchâtres, le cordon ombilical noué maladroitement avec ce qui ressemble à un lacet de chaussure. Ses petits poings sont serrés, ses yeux fermés. Il tremble de froid, de faim, de terreur peut-être. Son cri est celui d'une créature qui vient d'entrer dans un monde hostile et qui ne comprend pas encore la cruauté dont il est capable. Rosa reste figée, incapable de bouger, incapable de penser. Ses jambes ne la portent plus. Elle s'appuie contre le mur, sentant la moisissure humide à travers son uniforme. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Il y a un bébé vivant dans un lavabo. Un bébé que quelqu'un a mis là, caché là, abandonné là. Ses mains se portent à sa bouche. Elle sent les larmes monter, brûlantes, incontrôlables. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait prendre une vie si fragile, si nouvelle, et la jeter comme un déchet dans un lavabo oublié?
Le bébé pleure à nouveau, un son plus insistant maintenant, réclamant ce que tous les nouveau-nés réclament instinctivement, de la chaleur, de la nourriture, de la sécurité. Rosa, malgré sa terreur, malgré le tourbillon de questions qui assaillent son esprit, sent quelque chose se réveiller en elle. Un instinct ancien, maternel, qui transcende la logique et la peur. Elle s'approche à nouveau du lavabo, retire ses gants avec des gestes tremblants et tend les mains vers l'enfant. Il est si petit, si léger. Elle le soulève avec une délicatesse infinie comme si elle manipulait du verre soufflé. Le bébé se niche contre elle, cherchant la chaleur de son corps, et Rosa sent son cœur se briser et se reconstituer simultanément. Des larmes coulent maintenant librement sur ses joues. Elle attrape une des serviettes les moins sales, l'enroule autour du petit corps tremblant et le serre contre sa poitrine. « Mon Dieu » murmure-t-elle dans sa langue maternelle, un mélange d'espagnol et de portugais que personne dans cette maison ne comprend. « Mon Dieu, qui t'a fait ça ?» Le bébé s'apaise légèrement au contact de sa chaleur. Rosa regarde autour d'elle, paniquée. Que doit-elle faire? Appeler quelqu'un? Mais qui? La police? Ils vont poser des questions. Ils vont penser qu'elle sait quelque chose. Ils vont peut-être même croire que c'est son bébé, qu'elle a essayé de le cacher. Elle connaît les histoires. Elle sait comment les gens comme elle sont toujours suspects en premier. Une immigrée, une domestique, quelqu'un d'invisible jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et alors elle devient soudain trop visible. Madame Valmont? L'idée la glace. Comment pourrait-elle expliquer cela à cette femme qui la regarde à peine, qui la traite comme un meuble utile mais sans importance? Et si le bébé vient de cette maison? Si quelqu'un ici l'a mis dans ce lavabo? Cette pensée est si horrible qu'elle ne veut même pas la poursuivre, mais elle s'impose néanmoins, insidieuse. Rosa berce doucement l'enfant, essayant de réfléchir. Le bébé est né il y a peu de temps. Elle le voit à l'état du cordon. Peut-être quelques heures tout au plus. Qui était dans la maison cette nuit? Qui aurait pu accoucher sans que personne ne s'en aperçoive? La demeure est grande, trop grande, avec des ailes entières que personne n'utilise. Des chambres vides, des secrets enterrés dans chaque recoin. Elle pense à Mademoiselle Claire, la fille de Madame Valmont. 17 ans, le regard toujours fuyant, le corps caché sous des vêtements trop amples ces derniers mois. Rosa l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. Ce n'était pas sa place de remarquer. Ce n'était jamais sa place de dire quoi que ce soit. Le bébé commence à pleurer plus fort, réclamant ce qu'elle ne peut pas lui donner. Du lait, des soins médicaux, une vie normale. Rosa se dirige vers la porte, le cœur battant la chamade. Elle doit sortir de cette salle de bain, de cet endroit maudit. Elle doit trouver de l'aide, même si cela signifie se mettre en danger. Elle ouvre la porte et se retrouve face à face avec Madame Hélène Valmont. La femme se tient dans le couloir, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son visage figé dans une expression de surprise qui vire rapidement à l'horreur et à la fureur. Ses yeux, maquillés avec soin, se posent sur le paquet que Rosa tient dans ses bras, puis remontent vers le visage de la domestique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-elle d'une voix glaciale. Rosa ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Les mots sont coincés quelque part entre sa gorge et son cerveau, refusant de se former. Elle serre le bébé plus fort contre elle. Un geste protecteur qui n'échappe pas à Madame Valmont. « Je vous ai posé une question, Rosa. Qu'est-ce que vous tenez ?»« Un bébé ?» parvient enfin à articuler Rosa. « Je l'ai trouvé, dans la salle de bain, dans le lavabo. » Le visage de Madame Valmont se vide de toute couleur. Elle chancelle légèrement, s'appuyant contre le mur lambrissé du couloir. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort d'abord. Puis, dans un souffle, dans le lavabo, « Oui, madame. Il était caché sous des serviettes. Il était vivant. Il pleurait. » Madame Valmont se redresse brusquement, retrouvant sa composure avec une rapidité qui trahit des années d'entraînement à contrôler ses émotions en public. Son regard devient acéré, calculateur. « Donnez-le-moi » ordonne-t-elle en tendant les mains. Rosa recule instinctivement, serrant le bébé contre elle. « Madame, il a besoin d'aide. Il faut appeler un médecin, l'hôpital. »« Je vous ai dit de me le donner » répète Madame Valmont, sa voix montant d'un cran.
Maintenant. Mais madame, vous croyez vraiment que je vais vous laisser manipuler cette situation? Siffle la femme, ses yeux lançant des éclairs. Comment puis-je savoir que ce n'est pas votre bébé? Que vous ne l'avez pas caché ici, dans ma maison, pour ensuite prétendre l'avoir trouvé? Le monde bascule sous les pieds de Rosa. Elle fixe madame Valmont, incrédule, sentant la rage monter en elle, une rage qu'elle a réprimée pendant 12 ans de sourires forcés et d'obéissance silencieuse. Vous pensez que c'est mon bébé? Articule-t-elle lentement. Vous me regardez, moi qui nettoie vos toilettes 6 jours par semaine, et vous pensez que j'aurais mis mon propre enfant dans un lavabo? Je ne sais pas ce que vous êtes capable de faire, réplique madame Valmont. Je ne vous connais pas vraiment, Rosa, vous êtes juste quelqu'un qui travaille ici. Ces mots, prononcés avec une indifférence désinvolte, résument toute une vie d'invisibilité. Rosa sent quelque chose se briser définitivement en elle. Elle regarde la femme qui se tient devant elle. Cette femme qui vit dans un monde de luxe et de privilèges, qui ne connaît rien de la vraie vie, rien des sacrifices et de la douleur. Des histoires comme celle-ci prouvent que même dans les endroits les plus improbables peut naître un miracle, murmure Rosa, plus pour elle-même que pour madame Valmont. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette vie qui commence. Madame Valmont la regarde comme si elle était devenue folle. De quoi parlez-vous? De quel abonnement? Rosa, vous avez perdu l'esprit? Mais Rosa ne l'écoute plus. Elle entend des pas dans l'escalier. Quelqu'un monte. Le moment de vérité approche, et elle ne sait toujours pas si elle sera capable de protéger cette petite vie fragile qu'elle tient dans ses bras. Monsieur Georges Beaumont, le voisin d'à côté, se tient maintenant dans le couloir, son téléphone à la main, le regard brillant d'une curiosité malsaine. C'est un homme dans la cinquantaine, à la bedaine proéminente et au visage rougeau, connu dans le quartier pour son habitude de se mêler de tout ce qui ne le regarde pas. Il pointe son téléphone vers la scène, filmant sans la moindre gêne. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il avec un sourire en coin. J'ai entendu des éclats de voix. « Oh, mais c'est un bébé que vous tenez là, Rosa. » « Monsieur Beaumont, ce n'est pas le moment. » lance sèchement madame Valmont. « Rangez ce téléphone immédiatement. »« Oh, mais le public a le droit de savoir, non ?» répond-il en continuant à filmer, surtout si quelque chose d'illégal se passe dans cette maison. Un bébé trouvé dans un lavabo? Ça fait une sacrée histoire pour les réseaux sociaux. Rosa sent la panique l'envahir. L'image du bébé, de son visage, circulant sur Internet, exposée au jugement de milliers d'inconnus, la remplit d'horreur. Elle tourne le dos à la caméra, protégeant l'enfant de cet œil indiscret. « S'il vous plaît, » supplie-t-elle. « Arrêtez de filmer. Ce n'est pas un spectacle. C'est une vie. » Une vie qui a une histoire intéressante, apparemment, rétorque monsieur Beaumont. Et de nos jours, tout le monde ne veut que gagner de l'argent avec le Bitcoin. Mais personne ne veut s'occuper d'une vie. Ironique, n'est-ce pas? On investit dans des monnaies virtuelles, mais on abandonne des bébés bien réels dans des lavabos. Ces paroles, prononcées avec un mélange de cynisme et d'hypocrisie, résonnent dans le couloir comme une accusation contre un monde devenu fou. Rosa sent les larmes couler à nouveau. Ce bébé n'est pas une histoire, ce n'est pas du contenu pour les réseaux sociaux, c'est une vie qui mérite mieux que ce cirque sordide. Madame Valmont, comprenant que la situation lui échappe complètement, se reprend. « Georges, posez ce téléphone, ou j'appelle mon avocat. Vous êtes en train de violer la vie privée de ma maison. »« Votre vie privée ?» ricane-t-il, avec un bébé abandonné dans vos toilettes. « Je crois que la vie privée a déjà été largement violée, ma chère Hélène. » Le bébé, comme s'il sentait la tension croissante, se met à pleurer plus fort. Un cri aigu, désespéré, qui transperce les cœurs encore capables de sentir. Rosa le berce doucement, murmurant des paroles apaisantes dans sa langue, mais l'enfant ne se calme pas. Il a froid, il a faim, il a peur. Il a besoin de soins que personne ici ne peut lui donner. « Il faut appeler une ambulance, » dit Rosa d'une voix ferme. « Maintenant. Peu importe qui a fait quoi, ce bébé a besoin d'aide. » Madame Valmont hésite. Son instinct lui dit de protéger sa réputation avant tout, de ne pas laisser cette histoire éclater dans la presse. Mais dans le regard de Rosa, elle voit quelque chose que elle n'avait jamais pris le temps de remarquer. Une force tranquille,
une détermination farouche, une humanité qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Elle détourne le regard, cherchant ses mots. « Très bien, appelez une ambulance », finit-elle par dire d'un ton sec mais tremblant. Rosa N. attend pas que. Elle change des avis. Elle court vers le téléphone mural, compose les numéros avec des doigts fébriles. Sa voix tremble en expliquant la situation, mais elle reste claire, précise. Pendant ce temps, M. Beaumont continue de filmer en douce, croyant être discret. « Vous êtes ignoble », murmure Rosa sans même se retourner. « Moi ? Je montre simplement la vérité », répond-il avec ce petit rire suffisant qui donne envie de hurler. Madame Valmont lui arrache le téléphone des mains, le jette sur le sol. L'écran se fissure dans un bruit sec. « Sortez de chez moi, Georges !» hurle-t-elle, les yeux injectés de colère. Le voisin, abasourdi, recule de quelques pas, plus par peur du scandale que par remords. Mais avant de partir, il lâche. « Vous pouvez casser mon téléphone, Hélène, mais pas la vérité. Les gens sauront. » La porte claque. Le silence retombe, juste troublé par les pleurs du bébé. Quelques minutes plus tard, les sirènes se font entendre au loin. Rosa reste immobile, le bébé contre sa poitrine. Ses mains tremblent, mais ses yeux brillent d'une résolution nouvelle. « Vous avez fait ce qu'il fallait », murmure Madame Valmont, d'une voix soudain adoucie. Rosa ne répond pas. Elle ne sait pas encore si c'était vraiment le cas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'à partir de ce moment, sa vie ne sera plus jamais la même. Les ambulanciers entrent précipitamment, un médecin à leur suite. Ils examinent le bébé, posent des questions rapides. Rosa répond à tout, la gorge serrée. Le petit garçon, car c'est un garçon, est vivant, mais faible. Il l'enveloppe, le place dans une couverture thermique, puis le transporte dehors. Rosa veut les suivre, mais une main l'arrête. « Attendez », dit Madame Valmont. « La police va vouloir vous interroger. »« Je n'ai rien à cacher », répond Rosa, le regard fixe, sans peur. Les deux femmes restent face à face. Pour la première fois, il n'y a plus de maîtresse ni de servante, seulement deux êtres humains, reliés par le même mystère. Un jeune inspecteur entre, carnet à la main. Il observe la scène puis se tourne vers Rosa. « C'est vous qui avez trouvé l'enfant ?»« Oui, monsieur. Sous des serviettes, dans la salle de bain du premier étage. » L'homme prend note, hoche la tête. « Et personne d'autre n'était présent avant vous ?» Rosa hésite, sentant le regard de Madame Valmont peser sur elle. « Non, personne. » L'inspecteur l'observe un instant, puis note quelque chose d'autre, sans rien dire. Dehors, le gyrophare peint la façade de la maison en rouge et bleu. Dans ce mélange de lumière et de nuit, Rosa a l'impression que la réalité s'efface, qu'elle n'est plus qu'une spectatrice de sa propre vie. Plus tard, quand la maison se vide, elle reste seule dans la cuisine, un verre d'eau à la main. Sur la table, un petit tissu blanc taché de sang, celui qui enveloppait le bébé, reste oublié. Elle le prend, le plie avec soin, puis le serre contre son cœur. Une larme glisse sur sa joue. À cet instant, elle entend une voix derrière elle. « Vous savez qu'il n'est pas né ici, n'est-ce pas ?» Elle se retourne. Madame Valmont se tient dans l'ombre du couloir, son visage à moitié caché. « Comment le savez-vous » demande Rosa. « Parce que ce n'est pas la première fois. » Rosa reste pétrifiée. « Comment ça, pas la première fois ?» Madame Valmont avance lentement, le regard vide, presque absent. Il y a 12 ans, une autre domestique. Elle a disparu du jour au lendemain. Et avant de partir, elle m'a laissé une boîte. Une petite boîte en fer, avec une mèche de cheveux à l'intérieur. Rosa fronce les sourcils. « Vous pensez qu'il y a un lien ?» Madame Valmont s'assoit, les mains tremblantes. « Je ne pense pas. J'en suis certaine. » Un long silence suit. Le tic-tac de l'horloge semble marteler chaque seconde, comme un compte à rebours. Rosa, lentement, comprend. Cette maison garde des secrets. Des secrets plus anciens qu'elle, plus lourds qu'un simple scandale. Et maintenant, ils viennent de s'ouvrir.